Bonjour, cette vidéo présentera les concepts fondamentaux des bases de données. Nous allons définir ce qu'est une base de données et passer en revue le vocabulaire essentiel. Nous verrons ce qu'est un SGBD, son rôle et son importance. Nous aborderons son architecture, les propriétés acides et l'architecture anti-SPARC. Nous allons voir les principales fonctions d'un SGBD. Nous n'entrerons pas dans les détails dans cette vidéo. Il s'agit bien de concepts fondamentaux qu'il est important de connaître. Une base de données est un ensemble structuré et organisé de données, dans le but d'être exploité par des utilisateurs ou d'autres systèmes. Une base de données a pour vocation à stocker la totalité des informations nécessaires à une activité. Voyons un petit peu le vocabulaire employé. Une entité est un objet identifiable sans ambiguïté. Une personne, par exemple Paul Durand, est identifiée pour son numéro INSEE. Une ville, Casablanca au Maroc, une photo, par le résultat de son checksum. Une classe est un regroupement d'entités représentant des caractéristiques identiques. Par exemple, l'ensemble des véhicules, l'ensemble des personnes, l'ensemble des vecteurs. Tout ça peut être représenté sous une forme de classe. Attention, dans le vocabulaire courant, on confond souvent entité et classe. Souvent, le mot entité est employé pour classe. Donc il faudra se méfier dans ce cas-là. Association et cardinalité. Une association est un lien entre plusieurs classes ou entités. Une cardinalité représente le nombre d'occurrences pour lequel il existe une occurrence de la classe associée. Par exemple, un véhicule peut avoir plusieurs passagers, une moto peut avoir au plus 2 passagers. Les attributs représentent les caractéristiques d'une classe. Par exemple, nous avons la classe avec un attribut 1, un attribut 2, un attribut n. Là, la classe personne, plus précisément, un numéro INSEE, un nom, un prénom, une date de naissance. Une valeur est une donnée obtenue pour un attribut d'un objet. Une valeur peut être nulle, par exemple un client peut ne pas vouloir fournir son numéro de téléphone. Un identifiant est une ou plusieurs propriétés dont les valeurs permettent d'identifier un objet sans ambiguïté. Par exemple, la propriété mail peut identifier un utilisateur lors d'une connexion à un blog, par exemple. Une clé primaire est un identifiant choisi parmi les clés candidates. En effet, on peut avoir plusieurs clés qui peuvent prétendre à être une clé primaire. Par exemple, pour un véhicule, nous pouvons avoir le numéro d'immatriculation ou bien un identifiant interne qui serait unique dans la base de données. Un enregistrement, c'est une notion introduite avec le stockage dans les fichiers et représente les valeurs des attributs d'un objet. Dans certains systèmes, il peut exister plusieurs types d'enregistrements dans un même fichier. Ici, nous avons un exemple d'enregistrement pour un véhicule, donc avec des données bien particulières à ce véhicule-là. Une immatriculation, sa marque, son modèle, la motorisation et le kilométrage, par exemple. Reprenons rapidement les notions de vocabulaire sur un exemple concret. Supposons que nous voulions enregistrer les départements d'une entreprise. Ici, nous allons les mettre sous une forme de table. Donc cette table aura deux attributs, le numéro de département et le nom du département, donc DEPNO et DEPNAME. Le DEPNO, donc le numéro de département, correspond à la clé primaire. Cela signifie que pour une valeur de DEPNO, nous ne pourrons avoir qu'un seul enregistrement. Le département qui a pour numéro D001 sera unique dans la table. Nous avons par ailleurs donc les enregistrements qui correspondent aux lignes de la table. En vert, nous avons la valeur du nom du département pour le département numéro D005. Cette valeur est développement. Alors, une base de données peut être informatisée, mais aussi elle peut être sur papier. Les documents écrits d'une organisation, les documents manuscrits, factures d'artisan, imprimés, un QR code, une photo papier, ou bien encore des films argentiques, des bandes son magnétiques. Tout ça peut constituer une base de données, pourtant ce n'est pas informatisé. Les données peuvent être aussi les connaissances personnelles d'un individu, par exemple le réseau personnel d'un commercial. Donc c'est important pour une infrastructure, pour une organisation, mais ce n'est peut-être pas forcément informatisé non plus. Une base de données peut être mixte. Dans ce cas, on peut prendre une bibliothèque qui référence dans son système informatique des documents anciens. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les bases de données informatisées. Dans les types de bases de données informatisées.
Une base de données peut être stockée dans des fichiers ou bien gérée par un GBD. Alors les fichiers contiennent des données brutes stockées sur un disque. Inconvénient, la description du fichier est séparée du fichier et codée directement dans l'application. L'application doit connaître l'emplacement du fichier. Toute modification de la structure du fichier risque d'entraîner une modification des programmes utilisants. La gestion des sauvegardes des fichiers doit être programmée. Et la concurrence d'accès doit être gérée par l'application. Ceci fait un certain nombre d'inconvénients majeurs. Donc un SGBD, ou système de gestion de base de données, DBMS en anglais, Database Management System. Nous allons voir les SGBD plus en détail rapidement. Alors nous avons un type de base de données très particulier qui est les bases de données OLAP, Online Analytical Processing, traitement analytique en ligne. Donc un système OLAP est mis en place dans le but de produire des statistiques essentiellement. Donc c'est basé sur des notions d'hypercube. Ces systèmes permettent de faire des requêtes multidimensionnelles. Par exemple le niveau de risque par type de contrat, par région et dans le temps. Donc les performances en lecture sur ce type de base de données doivent être élevées. Un SGBD classique excelle dans les requêtes simples, par exemple le chiffre d'affaires d'un produit. Un système OLAP sera optimisé pour traiter facilement et rapidement de nombreux axes d'analyse sur des bases de données énormes à cause de la historisation, utilisée dans l'analyse scientifique ou dans l'aide à la prévention des risques bancaires. C'est un vaste sujet qui couvre l'intégration de données, l'entrepôt de données et la restitution des données. Les SGBD, système de gestion de bases de données. Un SGBD est un logiciel qui permet de gérer plusieurs bases de données. Les SGBD doivent permettre de consulter les données indépendamment des applications. Il doit garantir la validité des informations en intégrant les contraintes d'intégrité. Il doit garantir la sécurité des données, donc la gestion des sauvegardes, des autorisations. Il doit gérer la concurrence d'accès. Plusieurs utilisateurs peuvent modifier une donnée en même temps ou consulter une donnée en cours de modification. Il doit permettre de surveiller le système, donc de mesurer les performances et de tracer les erreurs. Il doit entre autres aussi respecter les propriétés acides. Avant de présenter les propriétés acides, il est important de préciser ce qu'est une transaction. Une transaction est le passage d'un état valide à un autre état valide pour une donnée, et ceci à la suite d'un ensemble d'opérations. On dit d'une transaction qu'elle est atomique si la transaction est effectuée complètement ou pas du tout. Alors si une des parties des modifications prévues dans la transaction ne peut s'effectuer, il faut revenir à un état initial de la base de données. En fait, l'idée c'est de rester toujours dans un état valide. Ceci, quelle que soit la raison pour laquelle la transaction a été interrompue, que ce soit une défaillance matérielle, l'ordinateur, le disque ou de l'électricité, ou bien une défaillance logicielle. Prenons un exemple pour illustrer l'atomicité. Dans ce cas, nous allons prendre un attelage où nous avons un véhicule et une remorque. Donc le poids du véhicule plus le poids de la remorque doit impérativement être inférieur ou égal à 3500 kg. Et nous allons étudier le cas d'une transaction avec deux opérations. Donc au départ, le poids du véhicule plus le poids de la remorque est égal à 3500 kg, donc à la limite. Au poids du véhicule, nous allons ajouter 200 kg. Donc nous sommes à 3700, nous dépassons la limite autorisée. Et le poids de la remorque, nous lui enlevons 200 kg. Donc nous retombons à 3500 kg. Et la transaction se termine bien, tout est OK. Donc ici, tout va bien, nous respectons la contrainte d'intégrité et notre transaction s'est terminée dans les bonnes conditions. Que se passe-t-il maintenant en cas de problème? On reprend le même cas de figure. Donc le poids du véhicule plus le poids de la remorque est déjà à 3500 kg. Nous avons un poids du véhicule auquel nous ajoutons 200 kg. Nous sommes à 3700 kg. Cette partie-là de l'opération est OK. Lorsque nous voulons faire la soustraction au poids de la remorque pour enlever les 200 kg, on se retrouve avec une coupure du réseau. Et là, c'est KO. Donc dans ce cas-là, la transaction, pour qu'elle respecte le principe d'atomicité, doit être KO. Et on doit revenir à l'état initial qui était de 3500 kg au départ. C'est-à-dire qu'on annule la modification où le poids du véhicule a été augmenté de 200 kg. Voilà comment doit fonctionner l'atomicité.
La cohérence. Le système doit impérativement passer d'un état valide à un autre état valide. La gestion de la concurrence d'accès et la gestion des contraintes d'intégrité assurent la cohérence. La concurrence d'accès permettra de s'assurer que toutes les copies lues d'une donnée reflètent bien les dernières modifications de cette donnée. Ceci n'est pas forcément évident. Si on modifie une donnée A, doit-on mettre à jour automatiquement tous les résultats des requêtes, ou bien doit-on alerter sur la modification de cette donnée? Ou bien encore, peut-on se permettre de prendre en compte ces modifications que lors des dernières requêtes suivant la modification? De plus, il faut prendre en compte le cas où la donnée A est modifiée par plusieurs personnes en même temps, ce qui implique que soit on verrouille les données lors de la mise à jour par le premier utilisateur, soit on enregistre la valeur de la dernière modification. Dans ce cas, le dernier qui a parlé a raison. Cette cohérence peut par extension être appliquée pour un ensemble de données et non plus une seule donnée. Par exemple, un utilisateur veut modifier le dossier d'une personne. Comment veut-on gérer cette situation? Dans ce cas, la cohérence ne sera peut-être plus assurée par le SGBD, mais plutôt au niveau applicatif. L'isolation. Toute transaction doit s'exécuter comme si elle était indépendante des autres transactions. Si plusieurs transactions sont exécutées simultanément, leur résultat doit être identique à celui de leur exécution en série. La durabilité. Les résultats d'une transaction valide doivent demeurer enregistrés de façon permanente, même en cas de panne de système matériel ou autre. Attention, certains SGBD permettent le stockage en mémoire de données. Il faut bien réfléchir à ces données. Peut-on les recharger facilement au redémarrage du SGBD? Leur perte est-elle critique pour le système? Par exemple, si les données en mémoire contiennent des paramètres, ils ont été chargés en mémoire pour des raisons de performance, mais sont indispensables à mes applications. Je dois concevoir un processus me permettant de recharger ces données. Donc une copie doit exister de façon permanente. Autre exemple, les données en mémoire concernent l'état d'un jeu vidéo. La perte des données ne concerne que le déroulement d'une partie. Leur perte est considérée comme acceptable et les joueurs n'auront qu'à recommencer la partie. Le concepteur du jeu choisit de ne pas s'assurer la durabilité. Aujourd'hui, cette durabilité est même assurée par des copies de données sur le cloud. Donc les traitements classiques sur les données sont des recherches, selon quels critères, une ville par exemple. On peut faire des sélections, c'est-à-dire sélectionner uniquement des attributs, des champs qui nous intéressent. On n'est pas obligé de récupérer la totalité d'enregistrement. On peut effectuer des tris, c'est-à-dire ordonner notre liste de résultats selon des champs sélectionnés. On peut faire des regroupements, sur quels critères, des tranches d'âge, le navigateur utilisé par exemple. On peut faire des concaténations. Je veux un champ contenant par exemple le nom et le prénom. D'autres traitements sur les chaînes de caractères sont possibles. Et essentiellement, on va faire tous les traitements qui correspondent au CRUD, c'est-à-dire Create, Read, Update, Delete, qui correspond à la création, la lecture, la mise à jour et la suppression des données. Alors les traitements classiques sur les SGBD sont la création et la modification de la structure de la base de données, c'est-à-dire la modification du schéma de la base de données, la définition des tables, des contraintes d'intégrité, des index, entre autres, la gestion de la sécurité, donc attribuer les droits d'accès, voir s'il y a besoin de crypter les données, prévoir les sauvegardes et les restaurations. Donc les plans de reprise d'incidents sont indispensables et doivent être testés. En fait, ce sont des procédures qui permettent de s'assurer qu'on est capable de revenir à un état à peu près normal et fonctionnel de la base de données en cas d'incident grave. La gestion des accès, sur quel serveur et dans quel groupe de fichiers seront stockées les données. Bien sûr, cela concerne aussi les sauvegardes. Et l'optimisation de la base de données du SGBD. Donc c'est le choix des index, la fragmentation, éventuellement la réécriture de requêtes. Pour la conception d'une base de données, il est nécessaire de faire une modélisation. Les méthodes courantes vous permettant de modéliser sont UML avec son diagramme de classe, ou bien Meurize avec le modèle logique de données, MLD, et le modèle physique de données, MPD. Cette analyse permettra de définir le schéma conceptuel de la base de données, schéma au sens de l'architecture ANSYS Spark. ANSYS Spark est l'architecture sur laquelle reposent les SGBD modernes. Nous avons un schéma interne, c'est le niveau interne du SGBD, l'organisation physique de la mémoire. On définit comment le schéma conceptuel va s'appliquer sur le schéma interne.
Quels fichiers, les chemins, les serveurs, c'est à ce niveau-là que l'on gère le stockage. Ensuite, nous avons le schéma conceptuel, qui est la définition de la base de données, quel type d'enregistrement, les relations, les contraintes, les règles de sécurité, les index secondaires, le partitionnement. C'est le niveau logique. C'est à ce niveau qu'interviennent principalement les DEA. Ensuite, nous avons le schéma externe, qui sont les vues. Donc, selon les applications ou le profil des utilisateurs, on peut imaginer proposer différents schémas externes, masquant ainsi certaines informations. À ce niveau interviennent les programmeurs et les utilisateurs, essentiellement par l'écriture de requêtes. Les différents niveaux sont isolés, donc indépendants les uns des autres.